l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Nous partons des villes, des campagnes, des forêts, des lacs. Nous partons des océans, des glaciers, des montagnes, des plaines, des usines et des champs. Nous partons de la colère, de cette colère qui en nous a grandi. Nous partons d'une réalité qui refuse de se transformer. Nous partons des récits de la faim qui prolifèrent, des récits d'experts qui n'offrent que l'apocalypse ou la conservation. Nous partons de l'édifice de la peur, de ceux qui s'en emparent pour nous gouverner. Nous partons de la corruption, de l'obscénité de la richesse, nous partons de l'arrogance de la puissance, des lois trop étroites pour les nous que nous sommes, nous partons des ordres maintenus, des frontières reconstruites. Nous partons des discours de la consolation, des armes, de la passion des armes, de la violence. Nous partons d'un temps d'éternelle présence, d'hypnose sans lendemain. Nous partons de la nuit, de l'obscurité qui ne nous quitte plus. Nous partons des vieilles catégories, des anciennes pensées, de nos aspirations à la métamorphose. Nous partons de tous les recoins de la réalité où il y a une faim, une soif de la métamorphose. Nous partons du désir, de l'invention, de la résistance à la peur. Nous partons. Nous cherchons à précipiter ce départ, à nous départir. Extrait de l'essai « Les potentiels du temps » de Camille de Toledo, Alyosha Imhoff, Cantuta Quiros. Camille de Toledo est écrivain, essayiste, artiste, penseur. Il a écrit de nombreux ouvrages où la visée politique et de l'intime n'est jamais séparée d'exercices littéraires. En particulier, il est le co-auteur des Potentiels du temps, paru en 2016 aux éditions Manuela. Il est aussi l'auteur de microfiction, notamment Vie potentielle et Oublier, trahir, puis disparaître. Cette année, il a publié un essai, L'histoire du vertige aux éditions Verdier. L'invitation de Camille de Toledo est claire, il nous faut passer de la fatalité négative à une affirmation conditionnelle, passer du « je préfère ne pas » au « je pourrais ». C'est ce qu'il appelle la pensée potentielle. Camille de Toledo, bonjour. Bonjour, salut. Alors, il y a une obsession qui nous agite, et cette obsession, c'est de chercher du vocabulaire pour penser notre présent, pour penser ce qui nous arrive. Alors, on sait que c'est une question qui est gigantesque, qui est très maladroite bien souvent, mais vous, comment vous qualifierez notre époque ? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver ? Alors, peut-être on peut repartir de l'extrait, en tout cas 2016, Les potentiels du temps. Il y a de toute façon, depuis que moi je suis en âge de penser, c'est-à-dire en somme, j'ai 15 ans au moment de la chute du mur de Berlin, donc je vis en fait ce retour des pensées, notamment indigènes, avec le tournant zapatiste en 94. Je suis les mouvements qu'on a appelés altermondialistes en tant que documentariste à la fin des années 90-2000. Et je vois l'effondrement de ces cycles contestataires avec la répression policière qui est avec. Donc je suis un peu l'enfant de ces cycles de soulèvement, effondrement, soulèvement, effondrement. Et j'essaye toujours de comprendre cartographier les temps, donc quelles sont l'abscisse et l'ordonnée de nos temps, et notamment en passant par des affects. Je pense qu'il y a des affects très puissants aujourd'hui, qui sont des affects de peur, qui vont prendre différentes formes. Les gens vont dire éco-anxiété, mais il y a aussi des peurs, y compris des peurs qui sont attachées à des passions plus noires et plus obscures, comme comment est-ce qu'on va maintenir la rente, les vieilles rentes sur le monde, des rentes qui sont parfois des rentes du capital, des rentes. Donc en fait, il y a beaucoup de fondements du présent qui sont en train de se transformer. Et donc ça, potentiellement, ça bouge beaucoup, et c'est notamment ça que je qualifie comme ces temps vertigineux. Et donc voilà, je pense qu'il y a des affects de peur, il y a des affects qui ne vont pas vraiment dans le sens de la métamorphose. Et après, face à ces temps obscurs, il y a une sorte de tâche, il me semble un peu comme la tâche du traducteur, mais il y a une tâche qui est de faire persister des scripts d'espoir, et c'était notamment l'objet de ce livre, Les potentiels du temps. Et est-ce qu'il y a justement des affects, on va dire, plus positifs, sur lesquels on peut s'appuyer et qui laissent penser qu'il y a quand même quelque chose qui s'ouvre dans ces temps obscurs ? Alors, ce que je crois, c'est qu'en tout cas, dans mes travaux, je respecte toujours, et notamment celles et ceux qui ont pu travailler au script d'effondrement, donc la collapso, notamment la collapsologie, depuis Jared Diamond jusqu'à nos Français qui parlent de collapsologie. Mais lorsqu'ils en parlent, ils parlent de mobiliser l'affect de peur.
en disant, comment est-ce qu'on retourne l'affect de la peur pour produire autre chose que de la conservation et pour produire des métamorphoses. Donc en bref, ce qu'ils vont dire, c'est le grand soir terrestre, il y aura un effondrement et donc il faut se mettre en marche. Et là, vraiment, c'est la parole. Moi, j'ai beaucoup vraiment de rapports quotidiens à la question des corps et du corps, et notamment à la thérapie. Et il me semble pas, j'ai eu cette discussion, en fait, il me semble pas que la peur produit aussi des formes de pétrification, c'est-à-dire de fixation. En fait, dans le trauma, on sait que la peur, en fait, ça fige un corps. Donc c'est très compliqué, en fait, de mobiliser la peur, et c'est très ambivalent. Et donc, c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai toujours été, voilà quoi, dans le sillon de la pensée de Deleuze. Pour moi, il faut continuer malgré tout, et toutes les transformations qui sont nécessaires, à mobiliser des affects plus joyeux, des passions heureuses, de désirs, de flux, de dépenses corporelles, de vertige aussi, ce vertige, y compris un vertige de connexion, de grande connexion. Parce que pour moi, c'est des affects de vie, en fait. C'est des affects qui appellent la vie et qui ne laissent pas trop entrer la mort. Et donc, là, j'étais très souvent en contact avec les résistances ukrainiennes. C'est fabuleux, quoi. La façon qu'ils ont de faire face à la mort et de faire face à l'obscurité et voilà, en fait, à des situations extrêmes, en mobilisant des affects de vie, c'est très très beau à voir. Je crois que dans tous les moments, quand il y a des moments, y compris des moments d'insurrection ou des moments de soulèvement, c'est ça qui triomphe, en fait. Il peut y avoir des morts, mais c'est ça qui triomphe. Donc ouais, j'essaye de faire ça. J'essaye de faire ma part depuis un corps assez abîmé, qui est le mien, mais j'essaye de faire ma part pour essayer de maintenir une archive de la joie, mais d'une joie transformatrice, pas d'une joie individualiste ou autre, d'une joie transformatrice dans des temps qui sont très obscurs. Ouais. Ça doit être pas si simple de tenir, en fait, justement, à cette joie transformatrice. On pourrait dire qu'on peut éprouver un peu ce sentiment d'accablement devant une réalité qui ne se transforme pas, malgré toute une série d'efforts extrêmement importants. Et finalement, on se confronte à, je ne sais pas les appeler autrement, que des dominants qui, en tout cas, s'efforcent à garder le monde absolument inchangé. Et vous dites, votre attitude politique, en tout cas, c'est de sortir de cet état de déploration, ça c'est clair, et c'est potentialiser le temps. Ça veut dire quoi, potentialiser le temps ? Oui, dans le travail de ce livre, il y avait vraiment une manière d'affirmer quelque chose qui est, en somme, comment ne pas désespérer, quoi. Sachant que le réel tel qu'il a été construit par différents ordres juridiques, économiques ou autres, ne veut pas bouger, voire il se défend d'une manière extrêmement violente, voire parfois il se défend pour reconstituer des ordres antérieurs. On pourrait penser à la séquence qui consiste à rappeler le virilisme ou des positions dominantes des hommes ou autres, des hommes blancs. En fait, c'est que la rente et la fixité de la rente est folle. Et de ça, je suis le témoin, puisque j'en parlais en ouverture. Tu vois, quand tu suis les cortèges zapatistes, que tu vois grandir ces mouvements qui étaient les mouvements altermondialistes, que tu voyais en fait les cortèges de Seattle jusqu'à Gênes, où Gênes, il y a un enfant qui est mort, quoi. C'est-à-dire qu'il est mort sous les coups de la police. Enfin, c'était une balle, en fait. En l'occurrence, ils ont tiré à balles réelles. Donc, Carlo Giuliani, en fait, cette mort-là a marqué la fin d'une certaine forme de séquence. Donc, moi, je suis déjà, rien que, pourtant né en 1975, je suis déjà le témoin de 2 cycles, de ce cycle d'espoir, son arrêt brutal avec le 11 septembre, puis très très progressivement, vers 2011, la reprise des mouvements et des soulèvements dans le monde arabe, donc les soulèvements tunisiens qui vont ensuite contaminer l'ensemble du bassin méditerranéen, jusqu'à la révolution syrienne, noyée dans le sang, avec la montée des différents, enfin le retour par exemple en Égypte de l'absolue tyrannie et l'impossible espoir pour toute une jeunesse égyptienne qui est, voilà, jusqu'au-là encore avec cette séquence avec l'Iran. Enfin, on est les témoins, la charge de maintien de l'ordre sur cet ordre mondial, que ce soit un ordre patriarcal ou un ordre économique ou autre, c'est d'une violence infinie face à souvent des cortèges qui ne demandent quoi ? Que la dignité de vie,
que le droit de vivre dans la dignité, que de l'égalité entre les genres, que plus de respect pour les générations futures. Enfin, c'est à pleurer en fait. Je veux dire, la charge est très 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 violente et donc elle assombrit l'âme. Enfin, si tant est qu'il y ait une âme, je crois pas vraiment. On est vraiment des êtres animés depuis la matière, mais il y a quelque chose en nous qui est quotidiennement mis à l'épreuve. Et en fait, moi, une de mes questions, une de mes grandes questions, c'est comment nous tenons, comment tenir. Alors bon, moi c'est une question aussi intime parce que moi j'ai une condition un peu particulière, donc ça fait depuis l'âge de 17 ans que je me bats avec un truc qui menace grosso modo de me prendre pas mal de force de vie, notamment la capacité à marcher. Donc ça a généré en moi une pensée potentielle, une pensée de l'espérance où tu réagis aux obscurités du présent par un acte de foi pour l'avenir. Et alors comment se construit la pensée potentielle ? C'est une affaire d'attention, c'est-à-dire de tourner son attention vers ce qui veut naître, vers ce qui veut advenir. C'est penser la transmission comme un acte de mission trans, c'est-à-dire comment est-ce que je transmets, comment est-ce que je pense dans le temps long des arbres, comment je pense mon propre corps dans le temps long des arbres, c'est-à-dire en regardant les enfants. Donc moi j'ai des enfants, ma question depuis 20 ans c'est quelle soif de transformation, de métamorphose je transmets en fait à mes enfants. Parce que d'une certaine façon, mon corps pour la lutte, ou mon corps tu vois, dans une lutte, il est de toute façon empêché. Donc voilà, je suis dans cette condition-là, et ce que je lègue, enfin ce dont je laisse la trace, c'est ça, c'est ma pierre à moi. Enfin, tu vois, on est chacun des petits poussets dans un temps assez obscur. Souvent, la vie qui me revient à l'esprit, c'est celle de Ernst Bloch. Et c'est toujours été une grande question pour moi. Et Ernst Bloch, pendant les années les plus sombres du XXe siècle, à savoir le nazisme et la déportation et tout ça, il écrit le Principe Espérance. Pendant 20 ans, il écrit un livre, c'est le Principe Espérance. Et je trouve que finalement, quand on le regarde d'aujourd'hui, on se dit, c'est quand même pas mal là. C'est-à-dire, il a écrit dans son coin. On pourrait dans le temps présent, si on avait été un Klaus Mann, on aurait pu lui dire, bah, qu'est-ce que tu fous en fait ? T'es un planqué en fait, t'écris les Ernst Bloch, t'écris le Principe Espérance dans ton trou, tu descends pas dans la rue. Et de fait, Klaus Mann a raison, les deux ont raison. C'est-à-dire, il y a l'engagement dans le présent, et en même temps, il y a celles et ceux qui nous aident à tenir dans l'avenir, à dire, bah, au moins, il y a eu une archive autre dans des temps assez obscurs. Alors, voilà, moi et je pense que c'est une affaire là, on enregistre sur le livre de David Graeber. David Graeber, il est mort, c'est quelqu'un que je connaissais bien. Il est mort d'épuisement dans la lutte. C'est-à-dire qu'il y a une affaire de dosage énergétique. Quand on va dans les cortèges, je l'ai vu au moment des cortèges altermondialistes, il y a une forme d'épuisement il y a des formes d'épuisement. Il ne faut pas tout donner, quoi. Il faut garder des forces, en fait. Oui, et puis l'épuisement est d'autant plus renforcé que ça ne prend pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on regarde, alors si je prends simplement le contexte français, mais on a cité d'autres contextes, contexte syrien et bien d'autres soulèvements, très peu finalement au fond ont réussi à gagner, quoi. C'est ça. Une victoire significative, quoi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu donnes en fait ? Tu donnes ta vie, bon, ça c'est la logique du martyr. Tu donnes une partie de ta vie. Tu donnes tu donnes en fonction de tes forces, en fonction de tes conditions physiologiques. En fait, tu donnes quoi en fait à cette transformation ? Est-ce que tu essayes de donner une partie de ta pensée ? Ça, c'est souvent la position que je trouve parfois contestable des intellectuels. C'est qu'ils écrivent dans des temps agités, et donc parfois on a envie de leur dire, garçon, descend dans la rue. Parfois ils descendent tardivement. Je me souviens de Bourdieu descendant dans l'arène en 95 pour les grèves. Bruno Latour est descendu tardivement dans l'arène du combat pour la terre. Descola aujourd'hui descend dans la rue, dans l'arène tardivement pour les soulèvements. Moi j'ai commencé par là. Et donc, puisque quand je suivais les mouvements altermondialistes, c'était ça en fait. Et j'ai vu beaucoup de gens s'épuiser. Et parfois, d'ailleurs, c'est le moment où l'énergie de transformation se transforme en amertume, voire en blessure. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, en fait. On ne veut pas qu'à un moment donné, ça abandonne pour des affaires... Donc, comme le temps d'une vie est assez long, il faut tenir. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, la question. Alors, dans la pensée potentielle, justement, c'est moins on ne veut pas que poser des questions assez concrètes. Et ces questions, c'est par exemple, que pourrions-nous être ou encore, que pourrions-nous faire ? Et pour vous, simplement personnellement, qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent dans votre propre lutte politique ?
là, en l'occurrence, ce qui m'a beaucoup occupé, c'est ce qu'on appelle le tournant des droits de la nature, ce que j'ai appelé aussi le soulèvement légal de la terre. Un ami de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes me disait nous on s'occupe du soulèvement illégal, toi tu t'occuperas du soulèvement légal. En fait, c'est pas ce que ça signifie le soulèvement légal de la terre, c'est vraiment un mouvement pour les droits de la nature, pour que les entités de la nature accèdent au statut de sujet et aux droits, et donc à l'espace social, et donc qu'un fleuve puisse aller devant les tribunaux. Donc ça m'a occupé en fait, j'en ai fait ma part. Si j'avais une corde sensible en fait, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire, ce serait sur la pédagogie. J'ai écrit beaucoup sur la pédagogie du vertige. Mais il y a une chose, je pense, la chose qui m'émeut le plus, c'est les enfants. Mais j'ai pas trouvé l'espace d'accroche de ça. Mais je trouve que transformer l'école, ce serait la grande œuvre, en fait. Parce que c'est précisément cette chose de travailler pour des temps à venir, puisqu'on a perdu le présent. En fait c'est souvent ça chez moi. On a un peu perdu le présent, on le perd, en fait. On perd dans le présent parce que les appareillages vraiment de militaires, policiers. Et ça, je l'ai vu aussi assez tôt parce que je me souviens du moment de la tolérance zéro dans les années 90 avec Rudolph Giuliani, la militarisation des forces de police pour des défenses d'un état des choses, comme on dit. Ça remonte en fait et ça empêche en fait. Donc ça ne veut pas en fait. Donc ça ne transforme pas dans le présent. Donc la seule chose pour moi, c'est comme si on pollinisait pour des temps à venir. Et donc on cherche à laisser des récits et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une école de ça, qu'on arrive à transformer l'école pour que l'école porte ces messages-là, pour que Mais je pense que c'est le cas. Enfin, je veux dire, dans le temps long, moi je suis pas du tout, comment dire, j'alterne je fais cohabiter en moi des formes tragiques on n'y arrivera pas. Avec des exemples historiques de qu'est-ce qui est arrivé en 1945, le Conseil national de la résistance. Qu'est-ce qui est arrivé en 1789, il fallait des idées. Il n'y a pas 1789 s'il n'y a pas 2 siècles de travail sous la monarchie absolue pour défendre des concepts comme la liberté, l'égalité, la fraternité, des formes de tolérance. Il n'y a pas en fait. Donc là aujourd'hui pour moi c'est comme si on sème des graines, il y a différents travaux, c'est vraiment un travail collectif, par la pensée, par les affects, par les luttes, par les formes de lutte. Et tout ça est une sorte de réservoir de pratiques et d'outils. Et le jour où on en a besoin, vraiment comme un ressort de l'humanité, il faut que ce soit là. Voilà. C'est très souvent. Mais moi, ma contribution, ça a été très souvent sur les droits de la nature. Justement, ça exige... Alors sur le coup, une qualité importante, c'est la patience, la persévérance, mais aussi la patience, parce que c'est des constructions qui sont longues, en tout cas qui prennent un certain temps. Ouais. Et en même temps, en fait, on voit bien aussi que ces derniers temps, peut-être une impression, peut-être pas tout à fait juste, mais une forme d'impatience générale extrêmement importante. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, on est en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Cette impatience, elle se lit à peu près dans tous ces corps un peu agités et nerveux, et aussi joyeux parfois. Vous, est-ce que vous sentez impatient ? Et comment ça se traduit cette impatience Ouais. Chez moi, il y a une. Donc moi, je pense avec un frère mort. Je pense avec un frère suicidé. Et je pense avec pas mal d'autres accidents et d'autres traumas de la vie. Et une des questions, j'ai dit à mon frère, un peu avant qu'il se suicide, j'ai dit, sois patient, en fait. Parce que les corps, ils ont une forme d'inertie. Le réel a une forme d'inertie. Et en fait, les choses ne se transforment pas par des effets de langage. Dans Une histoire du vertige, c'est vraiment un livre notamment sur les effets obscurs du langage. C'est que le langage produit des effets d'envoûtement, mais en fait, notamment, il violente toujours quand il produit des effets d'envoûtement, que ce soit pour la gauche ou pour la droite, en fait. Mais les effets d'envoûtement trop rapides, ça violente. Parce que les corps sont lents, et ça met du temps à transformer un monde, ça met du temps à transformer une société, ça met du temps à transformer des langages. Parfois, il faut des accidents de l'histoire pour que ça s'accomplisse. Donc sur cette question de la patience, j'ai été un peu forcé à la patience, aussi lié à ce corps blessé que j'ai depuis l'âge de 17 ans. Donc en fait, un corps, ça évolue très lentement ici. Donc il ne suffit pas de lui dire par des effets de volonté, ça va aller mieux. Parce que ça, c'est le début de la violence, en fait. Quand on y met trop de volonté, c'est ça. Et donc il faut arriver à produire des partages. Un mouvement social, par exemple, c'est lent. Il y a une inertie dans les mouvements sociaux. Il faut le temps, les syndicalistes, ils le disent très justement, en fait. Ça met du temps, en fait, à mobiliser des collectifs. Et une fois que c'est lancé, c'est très difficile à arrêter.
Mais donc, c'est des effets longs et voilà, et qui rappellent l'attachement à des corps, quoi. Ça prend du temps, c'est des masses. Donc, la patience, c'est une des... Enfin, l'impatience et la patience, c'est vraiment deux énergies qui, pour moi, sont très complémentaires. Parce qu'en fait, l'impatience, elle est totale, hein. Moi, j'ai une impatience. Quand je vois le répertoire des outils dont nous disposons pour produire un monde plus juste, l'ensemble des opérations qui seraient à accomplir pour que ce monde soit habitable dans le temps long, en fait, plus ou moins, on les connaît aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'intelligence collective, si tant est qu'elle existe, et je pense vraiment qu'elle existe aujourd'hui, il y a eu un répertoire d'idées au cours des 30, 40, 50 dernières années autour des transitions écologiques, des transitions de genre, enfin... Donc, en fait, on l'a, d'une certaine façon. Quand on se parle les uns aux autres, je vais à droite, à gauche, en fait, on se dit, mais pourquoi ça n'acte pas, en fait? Et donc, l'impatience est totale. Et puis, on en revient à ce qui résiste et ce qui ne veut pas lâcher le monde. Et là, ça exige des exercices de patience qui sont... Sauf à aller clairement au clash, mais c'est les moments Sainte-Soline, quoi. Les moments Sainte-Soline, c'est les moments d'une impatience face à une violence absolue de maintenir un état du monde tel qu'il est, quoi. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est si emblématique du temps présent. Mais je l'ai vu au moment de Gênes, quoi. 2001, Gênes, c'est ça. C'est des cortèges de jeunes qui viennent de l'Europe entière et au-delà, parce que c'était les cortèges de l'altermondialisme, donc il y avait les Suds, il y avait les Suds globaux, enfin il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans les cortèges de Gênes. Et ils se sont fait anéantir, quoi. Enfin, les corps sont repartis torturés, violés, et voilà. Et donc ce mélange d'impatience et de patience, quoi, c'est aussi une façon de pas trop se faire de mal, parce que les corps de Gênes, celles et ceux qui ont subi les tortures, j'avais fait un film donc là-dessus, donc je les avais interviewés, ils n'ont plus été dans les cortèges. Il a de l'ADN. 22.72. Il a de l'ADN. Il a de nouveau de l'ADN? Oui, il a de l'ADN. Température 20 degrés centigrades. Je répète. Il y a une chute de tension chez la créature. Elle descend de 17 à 8, 4, 6, 4. L'état du petit garçon se stabilise. Sa tension artérielle remonte très nettement. Présent d'hydrate de carbone. E.T. Elliot. Il parle. E.T. Reste avec moi. Je t'en prie. Reste. Restons ensemble. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Reste. Elliot. Reste. 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 La tension de la créature est au plus bas. J'ai un pouls de plus en plus lent. Comment est l'enfant? Il est en train de revenir à un rythme normal. Je sais pas. Oui, L'enfant et la créature se séparent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant revient. Nous perdons E.T. E.T. réponds-moi, je t'en prie. Tu vas vite guérir, Je ma t'en belle. prie. Reste calme. Camille de Toledo, quand on vous a demandé un extrait de film, vous avez choisi cet extrait.
Oui, souvenir très fort enfant. Le récit de mes parents, c'est beaucoup de larmes. Mais là, il se trouve que je travaille notamment sur cette scène. Et ce qu'on a là, c'est un génie de la vie symbiotique. Cette codépendance, en fait, de deux êtres. Et puis il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on peut revisiter quand on le revoit aujourd'hui avec les yeux du tournant terrestre. C'est ce qui apparaît c'est pas du tout une fable de l'extraterrestre et des mondes à venir. C'est au contraire la preuve totale que nous sommes des créatures terrestres. E.T. meurt parce qu'en fait il a perdu sa planète de liaison en fait. Donc il est plus dans son terrain. Donc quand on se bat aujourd'hui sur des questions terrestres et qu'on dit en fait il n'y a pas de planète B, les projets de la vallée transhumaniste qui disent tiens on va conquérir Mars, etc. En fait c'est comme des oublis du monde et ce film qui semble être un film de science-fiction en fait produit au contraire une sorte de fable de la condition d'attachement et de la condition d'attachement à la Terre. Et aussi ce paysage de symbiotique, c'est-à-dire ces vies entrelacées, codépendantes. Et c'est ce moment très puissant où non seulement il y a l'enfant qui perd ses forces alors que la créature perd ses forces, mais il y a également une fleur, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait. Donc il y a une sorte d'entrelacement et c'est précisément ce dont nous sommes les témoins. On est en train de revoir apparaître une science, compris dans les sciences de la Terre, les sciences de la vie, des entrelacs, des emmêlements, des symbioses. Et c'est ce que ne veut pas reconnaître la flèche moderne. La flèche des modernes, c'est une flèche qui est issue, disons, des différentes transformations qui ont fait de l'humain une sorte de centralité pure au sommet de la hiérarchie des vivants. Et c'est cette flèche-là qui ne veut pas lâcher, en fait. Et c'est comme si partout, les méga-feux, les sécheresses, partout, en fait, on disait qu'on est en train de détruire nos sols et nos attachements, et donc on ne va plus tenir, et donc ça ne tient plus, et donc d'où ce vertige. Et la flèche moderne répond en disant bioingénierie, technosolutionnisme, volonté, et la ratio humaine va nous sortir de là. Il y a quelque chose d'une démence en fait de la raison. Elle avait déjà été diagnostiquée par beaucoup de philosophes après la Seconde Guerre mondiale. La ratio s'est relevée complètement en défaite. Et là, de nouveau, on vit cet emballement de... Enfin, voilà quoi, le projet chinois, c'est du technosolutionnisme, le projet russe, c'est de la bioingénierie. Maintenant, le projet européen, matiné d'une certaine forme de reconnaissance des autres formes de vie, c'est quand même beaucoup, nous avons des problèmes, trouver des solutions. Et moi qui travaille beaucoup avec les scientifiques, c'est cette pression-là qui les frappe, quoi. On leur demande pas de produire du savoir. Maintenant qu'ils ont le savoir sur les savoirs de la Terre ou les savoirs des entrelacs, des symbioses, c'est ok, mais trouvez-nous des solutions. Peut-être pour terminer rapidement, mais c'est aussi un film, en tout cas dans notre génération, ouais, bien sûr. C'est un film d'enfance qui nous ramène à cette enfance. Et vous parlez beaucoup de l'enfance et notamment du temps des possibles, quoi. C'est-à-dire que le réel ne se saisit jamais. Enfin, on peut être un peu tout quand on est enfant dans les jeux d'enfants. On peut être un super-héros. Vous dites, on peut être une tempête, on peut être un peu tout, quoi. Et puis plus on grandit, plus on est ressaisi par le réel. Et peut-être qu'un des problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est cette espèce de culte du pragmatisme, culte du réalisme, c'est-à-dire qu'on évalue absolument toute chose en fonction de son caractère réaliste. Oui, c'est très fort ça chez moi, cette idée de faire persister ce que l'on peut faire persister de l'enfance. Et notamment une plasticité, une pensée des possibles, de potentialiser, d'être du côté de ce qui naît plutôt que du côté de ce qui meurt. Donc il y a quelque chose comme ça dans ce que je produis qui très très souvent tourne autour de cette énergie-là, en fait, d'essayer de trouver partout où faire se peut des énergies de vie et des énergies de naissance dans un complexe techno-industriel qui produit beaucoup de morts, en fait. Et j'avais travaillé sur une grande exposition au moment où j'étais en Allemagne, à Leipzig, en résidence, qui s'appelait Le capitalisme mélancolien, sur la pulsion de mort dans nos mondes, dans notre économie politique.
parce que je trouve qu'il y a quelque chose à dire ça, de ce combat entre ce qui veut naître, ce qui voudrait transformer et ce qui produit de la vie et ce qui produit de la mort. Donc ça revient chez moi très souvent à des énergies très archaïques. J'ai beau parfois confronter à des questions politiques assez contemporaines, urgentes, mais il y a toujours cette dimension archaïque, énergétique, physiologique qui est en jeu. Merci Camille de Toledo. Je vous propose que la semaine prochaine, on poursuive sur un second épisode. Avec plaisir. Merci de l'invitation. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.